ça ne peut pas être une critique, de constater qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de monde qu'il y avait il y a un an. Et je pense que c'est tout à fait représentatif par rapport au sujet qu'on a à traiter aujourd'hui. C'est-à-dire que les collections où une action était un thème qui était en quelque part centripète, c'est-à-dire tout le monde avec son individualisme sur son sujet s'y retrouvait, et le rayonnement, paradoxalement, on pourrait dire la valorisation, est totalement centrifuge, et c'était représentatif des interventions de ce matin. Chacun est parti de son point de vue, et à aucun moment des points de vue de la société, ou des points de vue extérieurs. On est parti chacun de notre point de vue, et même, certains collègues avaient des obligations qui les obligeaient à partir au moment de la pause, d'autres vont revenir cet après-midi. On est donc là, à mon avis, sur une question qui est, à mon avis, vraiment importante pour le muséum. C'est-à-dire qu'on est sur une thématique où, au muséum, on part quand même chacun de nous et on analyse de manière positive ou négative la situation de l'établissement avec une position extrêmement égocentrée. Chacun sur sa thématique, sur sa problématique. Et je crois que la fréquentation d'aujourd'hui, elle est significative de ça. Et on a à réfléchir là-dessus. On a à réfléchir là-dessus parce que finalement, pour avoir passé plus de 40 ans au muséum, même si maintenant j'y suis plutôt en invité, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on a toujours analysé des situations, par exemple, comme dramatiques, alors qu'elles étaient simplement la même chose que ce qui se passait à la limite de l'autre côté de la rue. Mais simplement, on est replié sur nous-mêmes dans cette façon d'analyser les bons points et les mauvais points. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a un chiffre que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Il vient d'y avoir une étude du DEPS, du département des prospectives du ministère de la Culture, sur les représentations de la culture dans la population française. Et donc, si on demande à des Français, est-ce que la science fait partie de la culture, évidemment tout le monde répond oui. Mais si on dit au même panel avant, mettez des items qui correspondent à ce qui compose la culture, la science n'apparaît qu'avec 5% de nomination. Donc de toute façon, je pense que quand on pense valorisation, rayonnement de la culture depuis le muséum, on doit absolument être dans cet état d'esprit spontanément. Notre environnement immédiat en France, puisqu'on parle de rayonnement en France, est un rayonnement qui à la fois peut être diffus, mais qui de manière précise et consciente est très faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où spontanément il suffit de se présenter. On est vraiment dans une situation où en France, c'est seulement 5% de la population française qui spontanément va dire « oui, la science fait partie de notre culture nationale ». Donc ça, je pense que c'est un élément qu'on a à avoir dans l'analyse globale et qui doit nous nourrir dans le fait qu'on à mon avis, il faudrait que l'établissement arrive à surmonter cette vision égocentriste de chaque collègue, de chaque unité, puis de l'établissement par rapport à la situation globale. On doit, à mon avis, mieux prendre en compte et mieux connaître la situation globale telle qu'elles se font. D'ailleurs, certaines des interventions de ce point de vue-là ce matin étaient bien, c'est-à-dire que, mais c'était presque présenté comme si c'était une curiosité. Finalement, d'avoir participé à la commune, aux presses et autres, aux surprises, finalement, les autres nous ont découvert de manière plus positive qu'on était. Oui, parce que, voilà, assez spontanément, on est assez peu vu à l'extérieur parce qu'on s'exprime assez peu à l'extérieur en tant qu'établissement. C'était la même chose avec les programmes sur la science participative. Ah ben quand on parle vers d'autres structures de science participative, tiens, les autres sont surpris. Ça je pense que c'est quelque chose qui est important. Et par rapport à ce qui a été dit aussi, par rapport aux images qu'il y avait, c'est l'image finalement faible ou mal perçue, pleine d'ambiguïté qu'avaient les tutelles de notre établissement. Je pense que toute l'histoire récente de l'établissement sur ses budgets, les nominations de ses responsables et autres, tient au fait que, eh bien oui, nous ne sommes pas au centre des préoccupations des tutelles parce que le muséum, quelque part, a un déficit de valorisation vis-à-vis de ses tutelles. Alors,
si on veut être positif et essayer d'analyser quelles sont peut-être les choses sur lesquelles il faut bouger, être plus conscient finalement à la fois de nos forces et des points d'appui, c'est je pense que l'établissement est très fort sur deux éléments qui ne sont plus aujourd'hui structurants de la recherche et qui sont pourtant essentiels. Un, c'est les collections, et quand on en parle en interne, il y avait qu'à voir, y compris le succès en interne de ta réunion de l'année dernière. Donc, mais les collections aujourd'hui, ça a été dit dans plusieurs présentations, ne sont pas structurantes des priorités de la recherche. Ça reste quelque chose d'essentiel, mais si on n'en parle pas mieux, effectivement, c'est une image floue pour les tutelles. Le deuxième point sur lequel, à mon avis, l'établissement est très fort, et là aussi, malheureusement, c'est pas structurant de la recherche, c'est qu'on est très fort, à mon sens, sur les questions d'interdisciplinarité, et en particulier entre sciences humaines et sciences expérimentales, les sciences de la nature. C'est pareil, ce n'est pas structurant de la recherche aujourd'hui, on peut tout à fait le regretter, mais si on ne prend pas pleinement conscience de ces deux éléments-là, à mon avis, notre rayonnement, il se heurte à des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on axe les choses. Nos forces, c'est effectivement cette conservation, cette valorisation de patrimoine qu'on arrive à faire passer à travers les siècles et à maintenir up-to-date dans la façon dont on les traite. Et d'autre part, c'est de les aborder avec des points de vue transdisciplinaires. Si on ne prend pas ça en compte, à mon avis, notre rayonnement, effectivement, il se heurte à d'autres priorités de la part des tutelles. Alors, dans les points positifs, par contre, ça c'est pour le voir, non seulement quand j'étais à l'inspection générale des musées, mais même aujourd'hui, par exemple, en étant au comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, c'est que, y compris au comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, où il n'y a que des membres qui, a priori, on peut penser, sont tous extrêmement compétents dans des questions à caractère scientifique. Les connaissances sur les sciences de la nature et sur les liens entre sciences de la nature et sciences de l'homme, finalement, on a nettement en parlé dans tout un tas d'instances, y compris d'instances où il y a plein de collègues qui ont des formations scientifiques. Le niveau de connaissance, c'est ce que disait tout à l'heure le collègue du SNPN, le problème c'est que dans notre domaine, les connaissances ont cru de manière prodigieuse, mais pour des raisons y compris de médias, de mode et autres, on a l'impression que, sorti de la biologie moléculaire et des nouvelles technologies, il n'y a que là qu'il y a de la connaissance qui se crée. Et donc on est dans un paradoxe où finalement, y compris au niveau des médias, y compris au niveau de la communauté scientifique, eh bien, parce qu'on est le muséum, c'est forcément, on travaille forcément sur des vieilles choses. Comme s'il n'y avait pas une accumulation de nouvelles connaissances et une façon de gérer ces nouvelles connaissances qui se posait. Donc on a un travail, je pense que le travail de rayonnement ne peut se faire que par une accélération considérable du travail de diffusion et de partage de ce qui se passe dans l'établissement avec l'extérieur. Et pour ça on bénéficie quand même, de ce point de vue-là, de quelque chose, d'une situation prodigieusement favorable dans la société française. C'est-à-dire que l'image, a priori, quand on va dire qu'on est du muséum, qui va se traduire d'ailleurs, selon notre interlocuteur, par « Ah, vous êtes au musée de l'homme, vous êtes au jardin des plantes », c'est-à-dire que l'entité muséum, mais ça c'est un vieux débat, ça a été encore dit ce matin, ah, l'image muséum, le label muséum, peut-être que le label muséum n'a pas existé. Oui, le label muséum, c'est la conjonction, ça va même jusqu'à Totavel, voilà. Ce n'est pas péjoratif de dire qu'on est au Jardin des Plantes, qu'on est au Musée de l'Homme, des choses comme ça. On a vraiment là un bassin de communication facile avec la société, mais où on a complètement à jouer sur la modernité de ce qui se passe ici. Peut-être la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'on a évidemment aussi anticipé sur les questions d'avenir. Les collègues, par exemple, des expos sont plus là, c'est dommage, mais par exemple, malheureusement, je pense que malheureusement, les pratiques de visite vont changer. Donc, parmi les modes de diffusion, les pratiques de visite changent. Elles ne changent pas seulement par les nouvelles technologies, elles changent aussi parce que
par exemple, les écoles auront plus de mal à sortir aujourd'hui qu'hier, avec les risques d'attentats et autres, et qu'on a y compris à penser sur des formes qui peuvent être des formes plus subtiles que simplement on va vers les nouvelles technologies. Il faut aller vers les nouvelles technologies, mais il faut aussi, par exemple, se reposer la question de formes de communication qui peuvent aller vers les écoles, dans les établissements, dans les collèges, dans les lycées, et qu'on ne pourra pas sans arrêt réenvoyer, mais on le faisait, et il faudrait peut-être le refaire aussi, envoyer des collègues scientifiques, chercheurs, ingénieurs, techniciens, dans les écoles et les collèges des régions autour desquels sont nos laboratoires, mais aussi remettre en valeur ce que le muséum faisait très bien dans les années 60 avec Madame Le Touvet et la nature à l'école, puis a fait un moment avec des valises exposition, et il faut absolument être en prise avec les évolutions de la société, y compris quand ces évolutions, on se dit c'est vraiment dommage, les gens reviennent moins, il y a 50% de moins d'enfants dans tous les musées de France depuis 2 ans, donc on ne va pas aller contre. C'est pas se dire, le muséum, on n'a pas de chance, nos expositions ne marchent pas bien avec les écoles. Non, c'est tout, dans tous les musées de France, depuis 2 ans, c'est 50% de visites, là où il y en avait 100% avant. Donc il faut qu'on prenne en compte ces choses-là. Et donc moi, mon plaidoyer, c'est un plaidoyer pour qu'on soit plus ouvert sur les changements qui se passent dans tous les domaines, en dehors du muséum, et ne pas être resserré sur nous-mêmes quand on parle de valorisation. Voilà, c'est ce que je voulais introduire. Oui, merci. Tu as parlé des nouvelles technologies. Mais les nouvelles technologies montrent l'image des choses, et les musées, qui soient des musées scientifiques ou des musées d'art, ont, je pense, quelque chose de très important à apporter au public, c'est de mettre les gens en contact avec les objets. Et donc ça donne des émotions. Et même si tout n'est pas expliqué, c'est pas très important, on trouve les explications dans des livres, dans les médias, etc. Mais c'est le fait d'être en contact avec les objets, ça donne un choc émotif et ça donne envie d'en savoir plus et de développer. Et donc je pense que c'est le rôle des musées qui mettent en contact les gens, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des objets naturalisés. Je trouve que c'est vraiment essentiel et ça, à mon avis, ça sera permanent, je pense. Et puis j'ai une question tout à fait, c'est à Jean-Marc Drouin. Il a dit la création du Jardin des Plantes en 1635. Pour moi, le premier décret date du 8 juillet 1626. Et ensuite, il y a l'acquisition du terrain pour installer le jardin en 1633. Et ensuite, un deuxième décret qui fixe le statut des personnels, qui date effectivement de 1635. Mais je trouve cette erreur partout. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, merci. L'idée royale. Oui, bien sûr. Et la première l'ouverture Je crois qu'on est tous d'accord. Le premier édit royal, c'est 1626. C'est la décision. Oui, c'est la décision, effectivement. L'ouverture au public, 1640. Voilà. Et les nominations, c'est là où on retombe sur ta date, qui est reprise partout, 1635. Mais c'est vrai que c'est simplement l'adoption du règlement intérieur. On sait bien combien de temps ça prend, un règlement intérieur. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est essentiel, effectivement, de jouer sur cette matérialité des choses, parce que les autres ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire c'est effectivement la réflexion qu'on doit avoir, y compris quand les collègues parlaient d'itinérance. Et c'est vrai qu'on est dans des ambiguïtés. Il n'y a plus les collègues là, mais ça a été un tout petit peu évoqué par les collègues, mais les problèmes de l'itinérance sur nos expositions, c'est que, en particulier sur les objets, on va dire, naturels, il y a le règlement européen, il y a la CITES, et que c'est un casse-tête pour les collègues qui essayent de faire passer des choses. Et donc, c'est là typiquement un sujet qui devrait être un sujet au cœur du muséum. Comment, à la fois, participe-t-on, et c'est justifié à une protection de l'environnement avec des normes qui vont vers la CITES, et comment aboutit-on à mettre des normes qui s'opposent, en fait, au partage des connaissances à l'intérieur de la société, puisque ça a été... c'est un problème pour toutes les itinérances d'exposition françaises. C'est un problème d'itinérance à l'intérieur de la France. Il y a des expositions entre muséums aujourd'hui qui n'ont pas lieu, simplement parce que les collègues ne sont pas en mesure de dire qu'effectivement, tel croco, je dis croco parce que c'est un cas réel, il y a une exposition sur les crocos qui devait se tenir au Havre, et ils n'ont pas eu toutes les pièces qu'ils avaient, simplement parce que certains musées n'ont pas la preuve qu'effectivement c'est avant
l'inscription ou pas de cet objet-là. Alors on est quand même dans un paradoxe absolu, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du sujet au nom de la non-circulation d'objets qui sont là pour permettre de parler de sensibilisation sur le sujet. Donc là, on a un vrai sujet, au-delà de partager complètement ton point de vue, il faut qu'on les utilise. On a aussi un sujet de réflexion scientifique sur comment faire pour que les normes soient peut-être un peu plus intelligentes. Mais je pense qu'il y a un problème très grave à notre époque, et ça j'en ai parlé avec l'ancienne directrice de la Galerie de l'Évolution, et puis aussi avec des collègues de Paris 6. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Mais ce que vous nous montrez, l'évolution, c'est pas dans les livres sacrés. » Et ça, on trouve ça dans différentes religions. C'est pas dans les livres sacrés. Je ne crois pas ce que vous nous montrez, je crois ce que je lis dans les livres sacrés. Et ça, c'est le problème auquel les scientifiques vont faire face maintenant. Moi, je voudrais insister sur un autre aspect, c'est que dans les présentations de ce matin, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le muséum est impliqué dans beaucoup d'activités et dans beaucoup de domaines, partout. Et on se demande, d'ailleurs, on se demande si ça devient possible, hein, et est-ce qu'on va pouvoir aller encore plus loin? Et ça, c'est une première chose, donc je soumets cette question. Et la deuxième remarque, c'est que, si on se compare à une université, on a au moins 5 grandes activités qui font qu'on a 5 fois plus de chances de rayonner que les universités. On a non seulement la recherche et l'enseignement, mais on a également les collections, on a la diffusion et on a l'expertise. Donc normalement, par rapport à une université, on devrait avoir plus de moyens de fonctionner, de rayonner. Et le rayonnement, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas ne pas se permettre de rayonner, même si rayonner sans vanité et sans complexe, hein, il faut rayonner pour exister. Hein. Et on doit exister au niveau de l'enseignement supérieur, mais on doit également exister au niveau de la société, puisqu'on s'adresse à tous les publics, et que l'image de marque du muséum, c'est-à-dire le scientifique, la science, dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est un moyen pour tous les publics de reconnaître une activité et de reconnaître un label, une marque, quoi. Donc, faire de la science, c'est aussi être reconnu par la société. Oui, mais ce que tu dis, ça reprend ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'était, en essayant de prendre des notes tout au long des exposés, c'était extrêmement centrifuge. Hein, toutes les interventions, quel que soit l'intérêt de chaque intervention et la bonne volonté de chaque collègue, on voyait plus la force centrifuge de l'intervention que quelque chose qui était fédérateur de l'ensemble de l'établissement. Et ça, je pense que ça ne tient pas à chaque collègue, ça tient qu'aujourd'hui, probablement que moi, je n'aime pas le terme label, muséum, quelque chose comme ça, je pense que c'est assez creux. Mais définir quelle serait la politique du muséum en termes justement d'image vers l'extérieur, c'est un chantier qui est ouvert, à mon sens. C'est un chantier qui n'est pas défini aujourd'hui. On est dans un grand flou et dans une grande ambiguïté, que ce soit vers la société, vers les tutelles et vers les collègues. Peut-être, moi j'ai le sentiment qu'on n'ose pas complètement dire, voilà, on s'appuie sur des collections et on parle des relations homme-nature. On n'ose pas aller assez à fond sur ce thème-là pour le dire, avec toutes les implications de ça. On le fait quand même depuis quelques années, parce que les uns et les autres, on s'implique quand même dedans. Je vais peut-être être moins pessimiste que vous, en fait. C'est peut-être mon caractère plus optimiste. Mais j'ai l'impression quand même que petit à petit, en fait, on est quand même un certain nombre, enseignants-chercheurs aussi, ou chercheurs, à s'investir dans les différentes missions. Et qu'à notre niveau, bien sûr, il faudrait que ça soit, que ces petits noyaux puissent rayonner beaucoup plus. Mais qu'on a compris, si tu veux, l'intérêt du muséum et ce rayonnement du muséum à l'extérieur.
Néanmoins, et qu'on a vu un discours à l'extérieur qui est beaucoup plus positif, parce que maintenant ça représente quelque chose, sincèrement. Alors peut-être que c'est quelquefois à certains niveaux, en fonction de nos spécialisations, et que ça rayonne plus sur certaines thématiques que sur d'autres, ça c'est possible. Mais cette relation de nature que tu évoquais, en fait, Michel, j'ai l'impression quand même que petit à petit ça s'est développé avec la restructuration et le musée de l'homme qui s'est réouvert. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont impliquées sur des programmes. On l'a vu un petit peu quand même, il y a des trucs comme société, les trucs de Viginature qui se mettent en place. L'appui sur les collections, oui, il faut aussi quand même savoir qu'il n'y a pas que les collections, il y a aussi tout un tas de programmes de recherche qui ne s'appuient pas que sur les collections. Il faut aussi les mettre en valeur, il faut aussi les valoriser. C'est un truc très important, mais il y a aussi des recherches qui ne se font pas que sur les collections non plus. Donc sincèrement, moi je suis un petit peu plus optimiste. J'ai eu l'impression de voir depuis quelque temps cette évolution dont tu parles, ou ce profil qui devrait se faire, sincèrement. Je ne peux pas être plus pessimiste que toi. Hein. Je crois qu'effectivement, non mais je crois qu'au niveau de sous-unité de l'établissement, à la limite, même peut-être que 100% des collègues le font. Mais ce que je sens pas, c'est le lien pour que ça soit effectivement perçu comme une politique de l'établissement. C'est plutôt ça. On a toujours trop le temps, c'est ça le problème. De se réunir, de faire des trucs en commun, on n'a pas toujours le temps. Alors, oui, il y aurait un point sur lequel je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi. Sur l'essentiel, effectivement, je te rejoins beaucoup. C'est quand tu parles du label muséum et de la distinction, par exemple, qui pourrait être faite entre le jardin des plantes, le musée de l'homme, etc. Et je pense que là, je ne sais pas si je me suis jamais posé la question de savoir si je croyais ou pas au label muséum, mais je me la posais là tout de suite, suite à ce que tu as dit. Je pense que oui, je pense qu'il serait dangereux, justement, de découper encore plus par rapport à des sites ou à des lieux géographiques. Pour moi, il y a d'abord le muséum, même si après, potentiellement, quelqu'un peut dire, bah oui, moi, physiquement, je suis au musée de l'homme, physiquement, je suis dans le jardin des plantes, je suis à... Ouais, donc ça, c'est pas très, très gênant, et à mon sens, justement, ce qui est important, c'est le label muséum, quel que soit le lieu géographique, et que se découpe pas, enfin, cette précision, à la limite, elle est artificielle, que ce soit une exposition qui a été pensée par quelqu'un qui, à un moment donné, se trouvait au musée de l'homme, et puis qui, en changeant du MR 2 ans après, a quitté le musée de l'homme pour se retrouver sur le site du Jardin des Plantes. Voilà, c'est d'attacher aussi des personnes ou des activités à des lieux. Je crois que c'est un petit peu... Je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je pense qu'il est indispensable qu'on ait par exemple un label muséum vis-à-vis des tutelles. Mais vis-à-vis du public, simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire pour le visiteur. Le visiteur peut être bien en rentrant aux eaux de Vincennes, enfin devrait être bien en rentrant aux eaux de Vincennes, avec une qualité des prestations qui soit une qualité du muséum, voilà, sans pour autant que lui soit obligé de connaître l'organigramme de l'établissement. Et jusqu'à présent, pendant 40 ans, ce que j'ai vu, c'est que tous les efforts pour faire un label muséum se centraient sur, il faut faire passer l'organigramme de l'établissement, hein, dans la société. La société, elle n'en a rien à faire. On a une chance d'être connu comme Jardin des Plantes, une chance d'être connu comme Musée de l'Homme, une chance d'être connu comme Zoo de Vincennes. Eh bien, profitons-en et faisons en sorte, par contre, que pour la personne qui vient, elle ait effectivement une qualité qu'elle découvre, à la limite, que c'est le muséum. Elle n'a pas besoin a priori. C'est beaucoup mieux qu'elle le sache a posteriori. Voilà. Parce que, y compris le label muséum, enfin, moi c'est un point de vue, pour avoir travaillé pas mal à l'international sur cette question, vraiment ça n'a aucun sens, parce que muséum en plus ne veut pas dire la même chose dans n'importe quelle autre langue qu'en France, y compris de l'Hexagone, parce que y compris pour les collègues canadiens, pourquoi tu parles de muséum quand tu écris dans tes articles? Mais oui, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Muséum, ça veut dire musée dans toutes les autres
dès qu'on a passé les frontières de l'Hexagone. Donc le terme muséum, qui est pris y compris sur des documents officiels à l'international, n'a aucun sens pour aucun autre collègue. C'est-à-dire c'est simplement c'est le musée. Oui, mais par exemple, pour là je parlais de quelque chose que je connais, pour l'étudiant qui vient faire un master de muséum, l'étudiant qui vient faire un master de muséum, il sait très bien pourquoi. Je parle d'une spécialité cohabilité UPMC et MNHL. Et les étudiants qui vont s'inscrire à l'UPMC vont faire le même master et d'autres au MNHL. Et bien ceux qui s'inscrivent au MNHL, ils savent très bien pourquoi ils s'inscrivent au MNHL. Et pourquoi ils vont s'inscrire à l'UPMC. Alors ceux qui sont à l'UPMC, ils sont obligés, de toute façon, s'ils ont fait leur L3 à l'UPMC, de s'inscrire à l'UPMC. Mais tous ceux qui viennent des candidatures hors Île-de-France, on en a 75% qui viennent de province. Et ceux-là s'inscrivent au muséum sciemment. Mais je te dis, à l'étranger, ça ne signifie rien. Oui, mais C'est ils pas avaient vrai. après le musée. C'est pas vrai. Je vois les candidatures Campus France, c'est pas vrai. À l'extérieur. Ça commence à se diffuser et le muséum représente autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit aussi, Michel. J'espère bien. Je trouve que la critique de dire que les interventions étaient centripètes, c'est pas vrai, puisque en fait, tout le monde a parlé justement de quelque chose. Centrifuge, voilà, on s'écartait, on rayonnait, puisque c'était la demande. J'aurais pu, si la commande n'avait pas été le rayonnement du muséum, parler du non-rayonnement du muséum national d'histoire naturelle pendant une bonne période, en particulier dans ses relations avec les muséums en région. C'était pas le lieu. Et pour répondre aussi à ce label muséum, c'est pas le muséum, c'est le muséum national d'histoire naturelle. Le muséum à Toulouse, c'est le muséum de Toulouse. Hein, donc il faut faire attention aussi à ces appellations, même si évidemment dans le langage courant, et en particulier ici, quand on dit le muséum, on pense à cet établissement. Enfin, quand dans les présentations, on parle justement de toutes les relations qui ont eu lieu, qui ont lieu et qui existent avec d'autres institutions, on est vraiment dans le rayonnement et on n'est pas auto-centré sur soi. Je ne comprends pas ta vision des présentations là. On a l'impression que tu nous disais que toutes les présentations étaient centrées sur soi. Je n'ai pas eu l'impression que c'était ça. Alors que, bon, évidemment, la commande c'était le rayonnement du muséum. Donc forcément, on a parlé parce que vous êtes muséum national, mais c'était pas vraiment ça. Non, mais on n'a pas besoin d'être d'accord, c'est quand même l'intérêt de la démocratie. Moi, je continue de les ressentir comme chacun partant de sa thématique vers l'extérieur en termes de rayonnement, répondant donc à la commande, mais je pense significatif qu'à aucun moment, aucune des communications n'est quand même dit, et à l'intérieur de l'établissement, avec les autres, je fais cela, et ça correspond à une vision globale de l'établissement. Chacun est parti dans le cadre de la commande et interpréter la commande, à mon sens, en termes de rayonnement, depuis sa spécificité. Or, à mon sens, il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'établissement. Je crois vraiment que c'est très signifiant et que ce n'est pas par hasard qu'on soit ce nombre-là aujourd'hui, alors qu'on était beaucoup sur les collections, et que des collègues sont sortis à la pause, que d'autres vont venir cet après-midi, et que ça représente quand même on peut même ne pas être critique, en l'état actuel, presque une obligation de travail des collègues, que d'être très bons dans leur domaine, d'essayer de faire une valorisation qui part de leur sujet, avant que d'avoir à discuter avec les autres pour voir comment ça pourrait être une valorisation collective. C'est normal, c'est l'état actuel, on va dire, c'est l'état actuel. Et pour moi, c'est un questionnement qu'on devrait avoir. Voilà, quand tu vois aussi sur le demande aux étudiants... c'est amplifié chez les étudiants, bien sûr. Ah, c'est complètement amplifié chez les étudiants, parce qu'en fait, on leur demande aussi en priorité de faire un certain nombre de sujets de recherche axés sur ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont très spécifique, et c'est pas forcément aussi dans l'optique, enfin tu me contrediras peut-être Véronique, mais dans l'optique de faire quelque chose qui soit effectivement au niveau de l'établissement même, quoi. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être à ouvrir un petit peu plus
les thématiques, les sujets, ou après les profils de poste des uns et des autres, hein, par rapport à cette prise en compte, hein, donc éventuellement. Mais au départ, on part bien évidemment de ce qu'on connaît le mieux, hein, et puis on essaye à notre niveau de rayonner, comme tu dis. Moi, je vais faire une dernière remarque, parce que le temps tourne, c'est que il y a une indication du rayonnement du muséum, c'est la perception. Par exemple, moi, quand je vais faire de la formation des enseignants, tu as dit tout à l'heure qu'il faut aller dans les écoles. Eh bien, on y va dans les écoles. Et on ne s'adresse pas forcément aux élèves, on s'adresse aux enseignants. Et donc, d'une manière, voilà, c'est une manière indirecte de s'adresser aux élèves aussi. Et quand on se présente venant du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, je te garantis qu'il y a une image, hein, il y a un label, on est reconnu, hein, on est reconnu comme quelque chose qui va diffuser de la connaissance et de la bonne connaissance en sciences naturelles. Moi, la question que j'aurais posée en particulier à Pierre Pellicot, dans ce réseau des muséums, c'est-à-dire des musées d'histoire naturelle, comment est perçu le muséum? Est-ce que c'est un muséum national? Est-ce que c'est un muséum hégémonique? Est-ce que c'est un muséum... Voilà. Michel pourrait répondre. Mais peut-être que je ne serais pas d'accord. Non, bon, c'est sûr que pendant une période, quand même, le Muséum national était reconnu d'un point de vue scientifique, mais pas toujours très bien perçu de la part des muséums en région. C'était dû à la fois à l'abandon des muséums en région par la tutelle. Or, le Muséum national d'histoire naturelle était d'une certaine manière aussi un peu la tutelle pendant une période, par la captation de postes. Je peux parler des postes de conservateurs, par exemple, qui ont été captés par le Muséum national d'histoire naturelle et transformés en autre chose que des postes de conservateurs. C'est pour ça que voilà, je suis le seul conservateur au muséum et que de la spécialité PSTN dans l'État, nous ne sommes plus que 4. Hein. Bon, on n'a jamais été très nombreux, mais bon, là, on est vraiment dans une espèce traduit bien pour tout le monde. Dans la fonction publique d'État. Oui, je l'ai dit, hein, le conservateur d'État. C'est-à-dire les postes qui étaient gérés à un moment par le muséum. Il y a eu aussi des collections qui sont parties du Muséum national vers les muséums en région. Ça, c'est au XIXe siècle. Mais il y a aussi des collections qui étaient captées par le Muséum national d'histoire naturelle dans les muséums en région et qui sont maintenant restés inventoriés dans le Muséum national. Bon, voilà. Donc il y a eu une période quand même où l'image n'était pas forcément très très bonne. Bon, c'est en train de changer par cette mise en réseau des muséums en région, puis par le fait aussi qu'il y a des muséums en région qui se sont rénovés, qui sont maintenant de très grosses institutions, et qui évidemment ne font pas le poids du Muséum national, mais enfin, le musée des Confluences, le Muséum de Toulouse, c'est pas rien. Donc il y a des expositions de régions qui viennent à Paris. Donc voilà, on n'est plus dans un rayonnement unidirectionnel, on est dans les deux sens. Et donc ça s'arrange, mais il y avait quand même du travail. Je ne sais pas si tu es à peu près d'accord avec ce que j'ai dit. Je suis à peu près d'accord. Je suis à peu près d'accord. Ce que je peux dire, et peut-être c'est aussi en allant vers la conclusion, avec les pistes, c'est que cette période où le muséum a été mal perçu résulte d'une organisation du Muséum national, de la recherche en France et des musées d'histoire naturelle, où, je ne sais pas pour certains si vous vous en rappelez tous, mais il y avait en fait une inspection générale des musées d'histoire naturelle de province qui était au muséum. En fait, c'était quelque chose qui est fait au lendemain de la Libération. Au lendemain de la Libération, l'État veut essayer de redévelopper ses musées sans y mettre beaucoup de moyens, parce que sa priorité c'est de reconstruire les écoles après la guerre et de répondre au baby-boom. Donc simplement, ils mettent en place 2 inspections. Une inspection sur les musées des Beaux-Arts et une inspection sur les musées d'histoire naturelle. Au Louvre est implantée l'inspection des Beaux-Arts et au Muséum est implantée l'inspection des musées d'histoire naturelle. Très très vite, y compris le Louvre, se rend compte que c'est contre-productif
qu'il est, lui, Louvre, assimilé à l'État, alors qu'il n'a pas les moyens de donner, et qu'ils vont très très vite réagir. Et donc, dès la création du ministère de la Culture, il va y avoir une inspection générale des musées qui va être basée à partir de cette inspection. Ça va devenir le service des musées de France par la suite et la direction des musées de France. Au muséum, par cette tendance quand même à se centrer sur nos problématiques, eh bien, ça va rester jusqu'aux années 90, avec donc cette incapacité bien normale du muséum qui n'avait pas les crédits pour aider les musées d'histoire naturelle, mais qui était perçu comme celui qui venait faire les inspections, et qui, au moment des inspections, ça c'est un autre des éléments par rapport à la situation aujourd'hui et dans les perspectives que ça a, une situation où finalement souvent le collègue qui était envoyé en inspection se disait de bonne foi, ce type, il serait bien mieux au Muséum national qu'à Angers, Rouen ou Havre. Et hop, on ramenait les choses. Ça aboutit aujourd'hui à une situation, même si les choses se sont beaucoup améliorées, où le muséum a tendance souvent à se mettre en avant comme étant celui qui a le plus de collections, ce qui souvent est inexact. Souvent, le muséum a plus de collections que tel ou tel établissement, université ou musée en région, mais il a globalement moins de collections que si on cumule les choses qui sont à l'extérieur. Donc c'est le premier établissement en quantité, mais ce n'est pas le premier, c'est pas la principale source de collection en France, si on pense la France comme une totalité. Par contre, et ça n'a été qu'amplifié par cette période de l'inspection, c'est celui où sans aucun doute il y a le plus de types par type et autres. Ça, de ce point de vue-là, c'est clair. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à un moment donné, le muséum n'a pas su bien analyser la situation. Et c'est ça ma remarque par rapport au futur. Il faut qu'on soit capable d'anticiper les situations. On n'a à ce moment-là pas bien anticipé les situations. On a coupé les choses, y compris dans un contexte où tout le monde l'a fait de bonne foi. Parce que les musées en région, souvent, à l'époque, c'était on va faire de la sensibilisation à la nature. Quand on retrouve les rapports de l'inspection, y compris des collectivités locales, tout le monde était dans cette démarche. D'ailleurs, avant que ça soit de prendre des postes de conservateurs, à l'époque, qui est-ce qu'on mettait dans ces musées? On mettait le collègue agrégé du lycée du coin, qui devenait en fait le responsable de l'établissement. C'est-à-dire que pendant quand même une période de 30 ans, on a été en France sur l'idée l'histoire naturelle, c'est en fait de la sensibilisation à la nature. Et les musées d'histoire naturelle se sont transformés donc essentiellement en lieu de pédagogique, ayant, heureusement parce qu'il y a eu des collègues qui ont été vraiment volontaires, des conservatoires de collections qui parfois, ils ont très très bien conservé. Donc on a eu une politique de conservatoire orientée vers de la diffusion. Et aujourd'hui, il faut que dans cette collaboration, on voit l'évolution des structures. On est en phase de conservatoire, on est en phase de collectivités territoriales qui ont encore moins d'argent que l'État et pour lesquelles c'est pas le truc de financer de la recherche. Donc de toute façon, les musées d'histoire naturelle en région ne sont pas des lieux où la recherche, on n'a pas à demander aux collègues d'être bons dans la diffusion de la recherche, ça doit être des structures scientifiques, mais des structures scientifiques, elles sont scientifiques parce qu'elles traitent scientifiquement de questions de conservation et de questions de partage de connaissances avec la société. Et donc on doit être dans une relation où il faut éviter d'essayer de calquer nos propres cadres d'évaluation de qualité qu'on peut avoir au muséum. Et sans avoir à critiquer ces collègues qui sont dans une autre situation, qui n'ont pas accès au même crédit et qui n'auront jamais, de toute façon, à développer des programmes de recherche, que de temps en temps tel ou tel collègue ait l'occasion, l'opportunité d'augmenter prodigieusement les collections dans tel ou tel secteur, ou d'avoir une politique très innovante, même sur la chauve-souris par exemple, si on prend notre collègue de Bourges. C'est très bien, mais on sait que ça va être ponctuel. Et donc, le muséum a encore là aussi des efforts à faire pour analyser la situation. Voilà. Et à mon sens, on est quand même un établissement souvent replié sur nos difficultés et ne pas prendre en compte les difficultés des autres pour être vraiment proactif sur la société. Parce que je pense que c'est ça quand même, on est tous d'accord. La première des choses en termes de rayonnement, c'est quand même d'être en rayonnement sur la société
pour répondre à ces questionnements. C'est-à-dire, la question, c'est pas le rayonnement du muséum, à la limite, personnellement, je pense que c'est second, c'est un rayonnement pour que la société soit mieux après qu'on ait eu cette action de rayonnement avec elle. Oui, mais le rayonnement et donc l'attractivité, c'est un moyen de faire passer des messages, de faire passer des idées, des informations, des connaissances. Donc rayonner, c'est aussi c'est une autre des missions de nos missions. C'est de rayonner pour transmettre. Voilà. C'est consubstantiel à toutes nos missions. C'est une de nos missions, la diffusion. Il faut bien prendre en compte les 5 missions. Voilà, ce serait une diffusion plus intelligente, c'est-à-dire qu'on n'utiliserait plus comme le terme diffusion. Diffusion, ça veut dire que ça part de chez nous et que ça va vers la société. Et non, si c'était vraiment du rayonnement et de la diffusion intelligente et moderne, ça devrait être qu'on s'enrichit aussi des questionnements de la société. Et voilà, et qu'aujourd'hui on a même un questionnement de la société qui porte sur des questions justement transversales et où justement ça devrait nous renforcer. Les questions de la société sont justement sur notre point de force, c'est-à-dire les relations homme-nature. À mon avis, on ne les utilise pas assez, ces points d'appui. Plutôt que l'image de la diffusion, on pourrait prendre celle de la percolation. Il n'y a pas de chemin tracé d'avance, il n'y a pas de voie royale, il y a des connexions qui s'établissent et ces connexions font circuler. Merci Jean-Marc, même si je t'en veux d'utiliser le terme de percolation, parce qu'on a quand même eu un ministre de l'enseignement supérieur de la recherche dont c'était le thème favori, il s'appelait Allègre, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, c'est l'image qui prenait de la percolation. Oui, la